Waouh. Bonjour à tous. Dernier jour d'Evox, on va vous présenter quelque chose qui est en prod chez Dailymotion, un projet où on est allé de la collecte des données, leur stockage et leur exploitation pour faire un modèle de recommandation. Et tout ça en 6 mois avec l'aide de Sphère. Ok. Normalement, tu devais leur demander s'ils étaient contents d'être là. J'ai oublié. Alors, est-ce que vous êtes contents d'être là? Vous avez passé un bel événement? C'est pas très fort tout ça. Hein. Est-ce que vous avez passé un bel événement? Oui. On sent que tu as plus l'habitude que moi. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est son premier talk en public. C'est pas vrai. Ok. Donc, je me présente, Didier Girard, et donc je travaille chez Sphère. Et Philippe Jurami, je travaille chez Dailymotion, dans la partie data de Dailymotion. Donc l'idée de cette presse, c'est donc vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été mis en prod, et elle sera décomposée en 2 parties. Donc on a utilisé pour ça la stack data de Google. Donc dans une première partie, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer cette stack et en quoi cette stack est particulière et qu'est-ce qu'elle apporte, entre autres pour pouvoir traiter la donnée en temps réel. Et puis la deuxième partie, donc c'est toi qui vas l'assurer pour expliquer plus précisément ce qui a été mis en œuvre. On y va? On y va. Ok. Dailymotion, c'est une plateforme de distribution de vidéos, c'est ce que vous connaissez tous. On traite environ 4 milliards d'événements par jour à travers un bus de données. On a des milliards de vues de vidéos. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que Dailymotion a été acheté par Vivendi, donc il y a eu un réinvestissement avec un changement de cible. On a refait les applications mobiles, on a refait le site web, et donc il y a beaucoup de travaux techniques qui sont en train de se faire à travers toute l'entreprise pour être meilleur sur notre marché. On est présent au niveau mondial et c'est une des problématiques qu'on a dû aborder dans ce que je vais vous montrer, c'est qu'on ne peut pas tout faire dans un seul data center. On a une problématique où on a nos API qui sont distribuées sur plusieurs aires géographiques et il faut distribuer l'information dont les API ont besoin. C'est ça. Voilà. Sphère, je pense que beaucoup connaissent. Donc on est maintenant 400 développeurs. On est présent bientôt, ou ça y est, c'est fait, on va dire, dans 6 villes. Et puis, on va réaliser un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vous expliquer le passage, justement, il y a beaucoup de gens qui parlent de big data. Et ce qu'on rencontre de plus en plus chez nos clients, ce qui est important, c'est de travailler sur la fraîcheur des données. Alors, la notion de fraîcheur, elle est vraiment complètement relative. Pour certains clients, la fraîcheur des données, donc d'avoir des données en temps réel, c'est quelques millisecondes. D'autres, ce sera la seconde. On a pour certains clients, on travaille par exemple pour un client qui fait de l'analyse de génome, pour lui, avoir des données fraîches, c'est un temps de réponse du système à la journée en fait. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Déjà, la première notion importante, c'est de travailler sur cette notion de temps réel, mais ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on veut ces données, il faut pouvoir l'avoir en fait. Donc pour ça, je vous ai préparé une petite frise qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Et Google a été un acteur extrêmement important dans la mise en place des outils qu'on utilise au jour le jour au niveau de la donnée en fait. Donc il y a très longtemps, quand j'ai codé mon premier site web et que je l'ai mis en prod, avant de voir à quel endroit il apparaissait dans l'index Google, j'ai dû attendre 1 mois. Qui est-ce qui a vécu ça? Il doit y en avoir quelques-uns. Et donc, je me suis aperçu que je n'étais pas très bien ranké dans le site web. Je l'ai modifié, je l'ai remis en prod et j'ai réattendu 1 mois afin de voir où est-ce que j'étais ranké dans le site web. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On était vraiment sur une stack Data Lake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, il y avait 2 batchs qui tournaient. Un premier gros batch qui collectait l'information de tous les sites web, qui les stockait dans un énorme Data Lake. Et puis un deuxième batch qui tournait, qui faisait le ranking en fait, qui allait classer les différentes pages par rapport à des mots-clés en fait. Et en gros, cette latence qu'il y avait entre le moment où on a collecté l'information et le moment où on est capable de la sortir, c'était à peu près 1 mois en fait. Pour mettre au point cette techno, Google en fait avait inventé un certain nombre de choses. Et puis ils ont publié des papiers expliquant ces choses-là à partir de 2002. Donc en 2002, ils ont publié un premier papier qui s'appelait GFS, c'est-à-dire Google File System, qui a donné naissance, plusieurs années plus tard, à un produit que beaucoup connaissent qui s'appelle HDFS, Hadoop File System. Donc ça, première publication. Je vous invite, si vous voulez regarder, faire un peu de l'archéologie technologique, à aller regarder ces papiers, ils sont intéressants. Donc ça, le premier papier, c'est 2002. Ensuite, 2004, ils expliquent qu'ils utilisent, c'est bien beau de collecter de la data,
il publie un papier autour de MapReduce pour expliquer comment travailler avec ces données qu'on a collectées, comment la scorer. Et puis en 2005, ils publient un troisième papier extrêmement important dans lequel ils expliquent comment fonctionne leur base de données qui s'appelle Bigtable. Donc ça, on peut dire que ces 3 papiers sont un petit peu à l'origine de tout le mouvement Big Data qui est né derrière, puisque janvier 2006, donc après la publication de ces papiers, il y a un projet open source qui démarre à la Fondation Apache qui s'appelle le projet Hadoop, dont l'objectif c'était le redéveloppement en open source de cette stack data que Google avait en interne. Donc nous, chez Sphere, on a commencé à jouer avec cette techno issue d'Hadoop en 2010 à peu près. On était vraiment encore sur une technologie qui était très très jeune, pas très stable, mais ça vous donne déjà une idée de la latence qu'il y avait entre les outils qu'on était capable d'utiliser issus des communautés et puis ce que Google avait en interne déjà pour leurs propres besoins, puisqu'ils faisaient déjà du data lake basé sur ces technologies-là dans le début des années 2000 en fait. Donc ça, c'est important. Première chose importante. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a tous vécu une nouvelle page web qu'on mettait en prod, elle devenait disponible plus au bout d'un mois, mais au bout d'une semaine. Puis après, c'était une journée. Après, c'était 1 heure. Et maintenant, pour certains sites web, dès qu'ils publient leur page web, elle est directement indexable et elle est directement disponible dans l'index Google à la recherche, en fait. Donc c'est là où on voit qu'il y a eu une mutation technologique, c'est-à-dire qu'utiliser les technos qu'ils avaient au début des années 2000 pour faire ça, c'est impossible, puisqu'on a une énorme latence, en fait. Et donc, ils ont commencé à changer leur manière de travailler, et plutôt que de dire on travaille sur un lac de données, ils ont commencé à travailler sur le flux de données. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire, quand on travaille sur un lac, c'est un petit peu comme quand on fait de la détection de fraude. Il y a 2 manières de le faire. Vous avez toutes vos transactions bancaires qui arrivent, et la nuit, vous lancez un gros batch qui va voir s'il y a eu de la transaction frauduleuse, et puis le lendemain matin, vous dites, ah bah tiens, j'ai détecté une transaction frauduleuse. C'est un peu tard, elle est passée, bon, voilà, c'est comme ça. L'idée de travailler en temps réel, c'est de se dire, au moment où la transaction arrive, est-ce que je suis capable de scorer cette transaction et de dire, cette transaction, elle est frauduleuse. Et là, on ne va plus travailler sur le lac de données, on va travailler sur le stream, en fait. Donc, pour travailler sur un stream, Google a inventé énormément de technologies. Donc, ces technologies, ils ont aussi publié des papiers qui les expliquent au fur et à mesure des années. Donc, à nouveau, je vous invite vraiment, donc c'est des papiers qui sont disponibles, je vous invite à les lire pour essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous de cette stack données temps réel. Le premier papier de ces papiers, c'est 2006, ça explique Dremel. Qui connaît Dremel? Peut-être quelques-uns? Pas beaucoup. Donc, Dremel, c'est le produit qui est en dessous, c'est la techno qui est en dessous d'un produit qui s'appelle BigQuery chez Google. C'est un produit qui permet d'avoir un data warehouse temps réel. C'est-à-dire quoi un data warehouse temps réel? C'est une technologie qui va permettre d'agréger de la donnée, des milliards d'informations en quelques secondes. D'accord? Donc c'est un produit qui est assez magique, c'est-à-dire que vous avez 5 milliards de lignes, vous voulez compresser ces 5 milliards de lignes en, mettons, 100 lignes, voilà, mettons, et vous lancez votre requête SQL dans Dremel, et puis une dizaine de secondes, une vingtaine de secondes plus tard, vous avez cette compression qui a été réalisée, cette agrégation qui a été faite. C'est ce que permet de faire Dremel, et c'est maintenant disponible à travers un produit. Donc une techno assez ancienne qui date de 2006, qui est assez simple à mettre en œuvre. Ensuite, ils ont expliqué comment marchait PubSub. Donc PubSub, c'est quoi? C'est simplement, certains connaissent Kafka. Qui connaît Kafka? Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent Kafka. Qui aiment mettre en place Kafka? Ouais, il y en a beaucoup moins. Wow. Il y en a quelques-uns quand même. Donc PubSub, c'est un peu comme un Kafka ou un RabbitMQ. L'idée, c'est que simplement, ouvrir un topic dans PubSub, c'est aussi simple que d'envoyer un email. Vous avez juste à le nommer, vous faites valider et il est disponible. Il est en production. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez envoyer 1 million de messages par seconde dans votre topic, en fait. Simplement en l'ayant nommé. Et ces messages, Google va être capable d'en assurer va les garder pendant 7 jours. Donc à partir du moment où le bus vous a dit « j'ai bien reçu le message », quel que soit le flux, jusqu'à 1 million par seconde, il va vous dire « je l'ai bien reçu et je le tiens à disposition de tous ceux qui veulent le lire ». En fait. Donc ça, c'est PubSub, très simple à mettre en œuvre. Derrière, ils ont sorti une nouvelle techno, puisque GFS ne correspondait plus à leurs besoins du point de vue de l'échelle de la donnée qu'ils doivent stocker. Ils ont sorti qui est Colossus. Donc Colossus, ça reste un produit dont on ne sait pas grand-chose. Il n'a pas beaucoup de contraintes. On a travaillé chez des clients sur lesquels on a déposé 7 milliards de fichiers sur Colossus. D'accord, ça vous donne un peu une idée du système. La seule contrainte qu'il y a dans Colossus, c'est qu'un fichier
il ne doit pas dépasser 5 Tera. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut mettre dessus. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ça, c'est important. Ce système Colossus, c'est vraiment la pierre angulaire de toute l'architecture cloud de Google. On le retrouve vraiment partout, en fait. Derrière, ils ont présenté d'autres technos qui sont MyWheel, Flume et Dataflow. C'est des technos qui sont très, très importantes. À nouveau, je vous invite à lire ces papiers. Pourquoi est-ce qu'elles sont très importantes? Parce que quand on fait du data lake, il y a souvent des opérations qui sont amenées. C'est j'extrais de la donnée, je la transforme et je la recharge dans une autre base. Ça, je peux le faire en batch, c'est pas grave. Enfin, ça marche, quoi. C'est ce qu'on fait historiquement. Quand on est sur un flux, il faut aussi être capable de capter cette information, la transformer et puis bien sûr l'insérer. Donc il ne faut plus transformer sur des données qui sont stockées dans des bases ou dans des fichiers, il faut transformer de la donnée qui est sur un flux. Donc cette techno, Flume, MyWheel et Dataflow, c'est ce que ça permet de faire. Ça permet d'appliquer des algorithmiques sur un flux d'informations. La techno d'ailleurs a été donnée à la fondation Apache sous la forme d'un projet qui s'appelle Apache Beam. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas cette techno, à vraiment la regarder. C'est le pivot maintenant de beaucoup de sociétés qui travaillent sur des streams de données. Autre techno intéressante, c'est Spanner. Qui connaît Spanner? Quelques-uns. Spanner, qu'est-ce que ça apporte? Donc, à nouveau, c'est un papier que je vous invite vraiment à lire. C'est une base de données relationnelle et transactionnelle multi-data center. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui écrit dans un data center aux US, il y a quelqu'un qui écrit dans un data center en Europe, et Spanner va garantir l'acidité du résultat. D'accord? Le fait que le résultat, la transaction, a bien été acide. Voilà ce que permet Spanner. Donc c'est un espèce de tour de force technologique. Ça frôle avec un théorème qui s'appelle le théorème CAP. Certains disent, mais normalement, ce n'est pas possible de faire ça. Donc je vous invite à regarder ces papiers-là. Donc voilà, ça c'est Spanner. Pour vous donner une idée de la technologie qu'il y a derrière Spanner, les data centers qui permettent justement de faire ça sont synchronisés avec des horloges atomiques. L'idée justement, c'est que quand j'écris aux US, en Europe et en Asie, il faut absolument que les data centers aient le même timestamp. S'ils n'ont pas le même timestamp, comment je peux garantir qui a écrit en premier? Donc pour ça, il faut synchroniser les data centers. Ça se fait avec une horloge atomique. Voilà. Ensuite, dernière techno qui est arrivée, c'est TensorFlow. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent TensorFlow. Ouais, il y en a beaucoup. Donc j'adore aussi, cette techno est aussi intéressante parce qu'elle permet justement de travailler sur des très gros volumes d'informations et de faire de la prévision avec du machine learning quasiment en temps réel. Donc tous ces papiers-là, en fait, qui ont été rédigés, toutes ces technologies qui ont été inventées, ce qui s'est passé dans les 2 à 3 dernières années, Google en a fait des produits de manière à ce que nous, ingénieurs, on puisse maintenant les utiliser directement sans effort. Donc on parle beaucoup du mouvement serverless. Le serverless, c'est souvent associé à une technologie, c'est je vais coder une petite fonction JavaScript qui va tourner quelque part et je ne me préoccupe pas du serveur. Ça, c'est aussi pour moi du serverless, à savoir que je ne me préoccupe pas du tout de savoir comment sont exécutés sur quels serveurs sont exécutés, combien il y a de machines qui fait tourner ces services, combien j'ai de machines, par exemple, qui accueillent mon million de messages qui est envoyé dans PubSub, c'est directement managé par l'infrastructure de Google. Donc ça a donné naissance à ces produits-là. Bon, je vais passer sur Dataproc, mais par exemple, Bigtable, la fameuse base de données, elle est maintenant disponible, vous pouvez la louer en fait. Donc c'est une base de données qui encaisse des pétas d'informations, et quel que soit le volume d'informations qui est stocké dans Bigtable, quel que soit le nombre de personnes qui y accèdent pour récupérer votre information, le temps de réponse va être constant et de l'ordre de 5 millisecondes. Ça vous donne une idée. Donc il y a par exemple une start-up américaine qui stocke tous les paris sur les marchés américains. Je ne dis pas toutes les enchères sur les marchés américains. Donc ça représente des milliards d'informations par heure qui sont envoyées dans Bigtable. Ça, vous pouvez le louer, c'est sur étagère, il n'y a rien à faire, rien à installer. Vous dites simplement, je veux un cluster Bigtable de tant de nœuds, il est disponible en fait. BigQuery, c'est pareil. Donc BigQuery, en gros, ça s'appuie sur 2 technos. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appuie sur Colossus et Dremel. Et c'est vraiment ultra simple à utiliser. C'est-à-dire que vous savez faire du SQL, d'accord? Et bien vous savez exécuter des requêtes sur des milliards de lignes et faire vos agrégations, quoi. C'est vraiment très très simple à utiliser. Si vous ne connaissez pas, à nouveau, allez essayer. PubSub, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Colossus, ce fameux système de fichiers qui peut stocker des milliards de fichiers, en fait, il est disponible à travers de
Colossus est disponible à travers Storage. Dataflow, c'est aussi un produit qui est disponible sur étagère. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper. Donc Dataflow, par exemple, ça va lire les messages issus de PubSub. Et puis ces messages, en fonction du trafic, par exemple, sur Dailymotion, on peut à un moment donné avoir un certain trafic, admettons 20 000 événements secondes, et puis il se passe quelque chose, on monte à 100 000 événements secondes, puis après ça redescend à 20 000. Et la partie transform qui lit ces messages dans PubSub pour les manipuler afin de les écrire après dans une base, il faut un cluster élastique. À nouveau, ça, on n'a pas à s'en préoccuper. C'est l'infrastructure qui va s'adapter en fait au volume d'informations à traiter, au nombre de transformations qu'on a à faire à la seconde en fait. CloudML, on a vu. Et puis Spanner, pareil, on l'a disponible sur étagère. Vous voulez une base de données relationnelle, transactionnelle, multi-data center qui s'étale sur plusieurs continents, vous allez dans la console, vous dites « créer instance » et 10 secondes après, elle est disponible, vous n'avez plus qu'à écrire vos données en fait. C'est vraiment très très simple à utiliser et souvent méconnu. Donc j'ai quand même mis un slide, parce que souvent les gens connaissent la partie basse. Donc j'ai mis un slide qui rappelle un petit peu le parallèle entre les différents produits qu'on peut installer en on-premise ou sur une stack cloud et qu'est-ce qu'il y a d'équivalent du point de vue de la stack Google en fait. Voilà. Donc en gros, ça c'est le quotidien ou le présent de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter là-dessus ? Rien. Non, mais en fait, je ne sais pas combien de temps il faut pour mettre en place ça, en fait. Mais quelqu'un qui a déjà vécu un projet comme ça, mettre en place un cluster Hadoop, mettre en place du Kafka, mettre en place un gros cluster Cassandra d'une centaine de nœuds, ce n'est pas un truc qui se fait en 2 secondes, en fait. Voilà. Et donc l'idée, c'est que quasiment, vous allez dans la console Google et vous pouvez, à l'aide des différents produits disponibles, reconstruire exactement la stack qu'on vient de voir sans perdre du temps sur de la configuration. C'est disponible quasiment instantanément, en fait. Et donc, c'est cette stack qui a été mise en place chez Dailymotion. Et donc, c'est ce que tu vas nous présenter maintenant. Oui, merci. Alors, donc, pourquoi on a fait ça? Déjà, on va commencer par les use cases. On en avait quelques-uns. Le premier qu'on a tous, c'est de collecter les données. Donc, nous, on était sur ce projet-là, on était intéressés par le fait de collecter les données d'événements. Notre player, quand il joue une vidéo, on a besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir gérer notre QoS, savoir comment faire de la recommandation derrière. Donc, notre player envoie énormément d'événements qui disent, par exemple, la vidéo a commencé, la vidéo a été jouée 10 secondes, la vidéo est en pause, elle a été avancée, etc. Donc on avait besoin de collecter toutes ces données dans un endroit où on allait pouvoir les utiliser ensuite. Le deuxième use case, c'est qu'on était en train de refaire toutes nos properties, le site web, les applications mobiles, les sites télévisuels, et j'en passe. Et donc, une des fonctionnalités qu'on mettait en œuvre dans le cadre de cette refonte, c'était de mettre à la des recommandations très personnalisées pour nos visiteurs. Des recommandations basées sur leur historique de navigation, leur search, et aussi basées sur des similarités entre les vidéos ou entre les topics des vidéos. Une autre chose qui est apparue et pour laquelle BigQuery était très très précieux, c'était que quand, typiquement dans une organisation, vous commencez à stocker de la donnée, elle est hyper vite siloisée. C'est-à-dire, en gros, les gens qui l'insèrent dans la base, ils connaissent la donnée, et puis ça s'arrête là, vous voulez en faire quoi que ce soit, il faut parler à cette équipe. Nous, en mettant dans BigQuery toutes ces données, ça nous a permis de les rendre disponibles à beaucoup d'équipes en dehors de la mienne, et de les accompagner dans l'utilisation de ces données. Ouais, ça, juste, je me permets de t'interrompre. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que dans beaucoup d'équipes, enfin dans beaucoup d'entreprises, il y a une équipe qui va collecter la donnée et qui va la mettre dans une base. Et derrière, en fait, cette base, c'est un peu un goulot d'étranglement. Et souvent, pour pouvoir y accéder, il faut passer par des API, des choses comme ça. Et le fait de redistribuer la donnée dans l'entreprise, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le cluster de machines qui gère ces données, il n'est pas scalable, en fait. C'est un cluster à taille donnée. Et du coup, s'il y a plus en plus de gens qui utilisent ce cluster, du coup, il va devenir de plus en plus lent. Et voir, il y a quelqu'un qui va balancer une requête qui va arrêter tout le monde. On a tous vécu ça, le gars qui fait une agrégation sur des millions de lignes, et d'un seul coup, il n'y a plus aucune requête qui passe.
L'intérêt de passer sur un BigQuery, c'est que vous n'avez pas ce problème-là, en fait. C'est que vous allez pouvoir partager au sein de l'entreprise vos données de manière très libre, en fait, et très simple. Très simplement. Une autre problématique propre à toute notre archi, c'était que dans le cadre de cette refonte, on voulait que tous les sites et toutes les applis, quand elles appellent nos API pour présenter du contenu, que les API soient très proches de l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'au lieu de servir toute l'information à partir d'un data center à Paris, il nous fallait un data center aux US, un en Asie, un en Europe à minima. Et donc ça complique tout. Parce que ça veut dire que quand vous mettez en place de la recommandation, il faut que le modèle de l'algorithme de recommandation soit disponible sur plusieurs continents. Il faut que les choses soient plus ou moins bien synchronisées. Si vous êtes en train de, comme on va le voir je crois dans le slide suivant, de collecter de la donnée sur le comportement de l'utilisateur, quelle vidéo il a vu, ok il a vu du foot, donc on va plutôt lui recommander du foot après ou quelque chose de sportif, en tant que quelque chose de plutôt masculin sûrement, plutôt qu'une vidéo de Walt Disney après. Tout ça vous voulez que ce soit cohérent à travers le data center aussi. Donc en 2016, avant que le projet démarre pour changer cette façon de faire, on n'avait pas toutes les fonctionnalités que je vous ai décrites qu'on voulait mettre en œuvre et on tournait sur beaucoup de Hadoop avec du Scala, du App Engine qui était un ancêtre de choses que propose Google mais qui est plus trop utilisé aujourd'hui, avec une problématique qui était que tout est basé sur un truc standard sur Hadoop, c'est que vous générez un énorme fichier de log et puis vous à la fin de l'heure vous faites une rotation de votre log et puis vous l'insérez dans une partition et c'est disponible dans Hive mais vous avez une latence de 1 heure. Bon, quand vous faites de la recommandation, ça marche pas. Si moi j'ai regardé une vidéo maintenant et que le site doit me proposer une vidéo après, il faut que la vidéo que j'ai vue maintenant soit prise en compte quasiment tout de suite. La problématique de temps réel dont parlait Didier il y a quelques minutes. On ne peut pas attendre que l'heure est passée et que le log soit ingéré. Donc, on a une solution qui a été mise en place en 2 temps. Un des trucs importants, je pense, à retenir ici, c'est qu'on a mis tout ce qu'on vous a décrit en place en 6 mois avec relativement peu d'ingénieurs. On n'a pas passé des plombes à décider de l'architecture, de quel distrib on allait installer, on a passé 0 seconde à réfléchir à Kafka et comment l'installer, et vu la réponse dans la salle, c'est pas si facile que ça, comme vous le savez. Donc, la première étape, c'était, déjà on a besoin de stocker les données dans ce data lake. Donc là, parmi toutes les briques dont a parlé Didier, la plus évidente, c'était d'utiliser BigQuery, PubSub, en passant par PubSub et Dataflow. Pourquoi? Parce que ça nous donne la possibilité d'écrire en temps réel. Tous les événements qui montent du player sont déversés dans PubSub, qui nous joue le rôle comment dire, qui nous donne l'élasticité au cas où on a un pic de trafic, par exemple, des choses comme ça. Et Dataflow, c'est la brique dont parlait Didier tout à l'heure, qui permet de traiter en streaming des choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait en streaming ici? On fait un enrichissement des données. Typiquement, quand on a un événement qui monte de notre player, il nous dit c'est la vidéo X123. Mais nous, quand on va vouloir stocker ça dans le data lake, on va vouloir mettre des métadonnées supplémentaires pour éviter d'avoir à faire des joins après à l'exploitation. Le titre de la vidéo, à qui elle appartient, et un certain nombre d'informations similaires. Donc Dataflow nous fait cet enrichissement. Il nous fait aussi d'autres choses qui sont utilisées pour la reco. Par exemple, c'est une chose que quelqu'un regarde une vidéo, mais c'est un signal encore plus fort si cette personne l'a regardée quasiment jusqu'au bout, par exemple. C'est que là, vraiment, c'était une vidéo qui l'intéressait. Donc là, on rentre dans une problématique temps réel d'agrégation des messages. Et ça, Dataflow, avec sa notion de window, de session window, est très très fort pour faire ça. Et derrière, on déverse tout ça dans BigQuery. Et la beauté de toutes ces briques, c'est que ça s'enchaîne très facilement. Le temps de développement est très très court, on va y venir tout à l'heure. Et ça se fait en temps réel. Ouais, donc ça c'est important. Et ce qui est important, c'est à configurer, c'est vraiment très rapide à mettre en œuvre. On part de quelques heures de configurer un ETL cloud comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée du volume d'informations qui peut transiter. C'est-à-dire que PubSub, on a parlé d'1 million de messages par seconde. Dataflow encaisse aussi des pics jusqu'à 1 million de messages par seconde. Et BigQuery, ce n'est pas le tout de collecter l'information. Derrière, il faut insérer ces informations dans un système et que ces informations soient requêtables instantanément. Dès qu'elles sont insérées, il faut que ce soit requêtable en fait. BigQuery supporte 100 000 inserts par seconde et par table en fait.
D'accord? Et ça, c'est disponible sur étagère. Vous n'avez rien à faire, en fait. Vous n'avez pas à configurer des index ou faire des choses comme ça. La donnée, vous la déversez et derrière, elle est requêtable sans avoir à faire appel à un DBA qui va optimiser les index, en fait. Alors, je ne sais plus à quel slide on dit combien de temps on a mis à faire ça, mais... Hein, ouais, c'est le retour d'expert. Essayez d'imaginer combien de temps. Donc ça, c'est la stack, premier projet qu'on a réalisé, c'est la première étape. Donc, on a mis un certain temps pour mettre ça en prod, en fait. Voilà. Et là, on parle de tout de suite, dès la prod, 2 milliards d'événements. Donc 2 milliards de lignes écrites dans les tables BigQuery au démarrage. Par jour. Oui, par jour, pas par seconde. On est passé à 4 milliards depuis qu'on a fait la première version des slides parce qu'on a mis des événements supplémentaires. Donc ça, c'est un résumé de ce qu'on a dit là. Donc la clé de ce qu'on vous dit là, c'est qu'on a fait disparaître le batch horaire. Donc on a énormément accéléré la vélocité de traitement des données et que ça nous permet donc du coup, grâce à BigQuery et au requêtage, d'extraire des insights ou d'extraire des choses pour les modèles de recommandation pour tout ce qui est ML immédiatement dès que ça a lieu. L'étape 2, on est allé faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire mettre en place tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au machine learning et à la mise à jour des modèles. Ouais. Donc ça fait référence en gros à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a d'abord eu cette étape de je collecte l'information. Maintenant, cette information, elle est disponible, elle va être redistribuée au sein de Dailymotion à toutes les équipes. Donc bien sûr à l'équipe reco, mais aussi à l'équipe fraude et aussi à l'équipe facturation. En fait, tout le monde va pouvoir utiliser le jeu de données qui a été, la data qui est rassemblée dans cet ensemble en fait. Voilà. Le cas dont on va vous parler là maintenant, c'est la modélisation de l'usage, donc du comportement des utilisateurs, de façon à leur proposer une vidéo la plus pertinente possible comme vidéo suivante après la visualisation. Donc on reprend les 3 grandes briques précédentes. Donc là, on est sur le schéma précédent. Et je vais passer quelques minutes sur celui-ci parce que la dernière fois qu'on a fait cette presse, les gens avaient particulièrement trouvé ça intéressant. Donc ici, on est dans la partie je déverse les informations. J'ai tous mes événements qui arrivent dans le topic, je les enrichis avec Dataflow, je stocke tout ça dans BigQuery. Il manque une petite flèche là-haut, mais on a un topic en haut PubSub dans lequel on a une partie de tous les événements qui ont été enrichis ou qui ont été agrégés, qui sont à nouveau mis dans un topic. Ça nous permet de faire la partie training pour tout ce qui est machine learning. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des requêtes SQL dans BigQuery avec des données qui sont à jour quasiment à la minute, si ce n'est à quelques dizaines de secondes, qui nous permettent de dire, OK, tel visiteur a vu telle vidéo, tel visiteur a fait telle recherche, l'enchaînement des vidéos a été celui-ci ou celui-là. Ça, c'est l'équipe Data Science en fait, qui bosse là. Voilà. Tout ça, on le pose sur des buckets GCS, Cloud Storage, et c'est rendu disponible à une brique Cloud ML sur lequel, qui est en fait TensorFlow, sur lequel il y a un moteur TensorFlow, et on peut faire tout le training avec TensorFlow grâce à cette extraction des données. Le résultat de TensorFlow est un modèle TensorFlow qui va être utilisé par la partie exécution de TensorFlow, qu'on met à nouveau sur le Cloud Storage. TensorFlow a tout un système de téléchargement automatique de la mise à jour des modèles qu'on utilise. Ça, c'est la moitié de ce dont on a besoin quand on veut faire des algorithmes de personnalisation. C'est j'ai un modèle. La deuxième partie qu'il faut, c'est qu'est-ce que je sais sur l'utilisateur pour lequel je dois faire une recommandation. Et on a besoin donc des 2 parties de ce schéma. Là, je vous ai montré la partie training. Pour la partie Didier est allé voir une vidéo de foot et moi je suis allé voir une vidéo de basket, on part d'un sous-ensemble des données qui sont tout en haut, les données enrichies. On utilise Dataflow à nouveau pour calculer des mises à jour sur notre base de données temps réel des utilisateurs. Donc, dans cette base-là, aujourd'hui, on a des choses comme les 50 dernières recherches qu'un utilisateur a fait, les 50 dernières vidéos qu'un utilisateur a regardées. Mais ces vidéos sont splittées par chaîne. Elles sont splittées par thème et un certain nombre de choses comme ça où on a des dictionnaires, des clés valeurs imbriquées à plusieurs niveaux qui font qu'on a tout un calcul assez compliqué qui se fait dans Dataflow. Et une fois que le calcul est fait, ça donne un ensemble d'actions unitaires à appliquer sur la base, des mutations si vous voulez, comme on verrait sur du GraphQL. Et on dit par exemple, eh bien, il faut incrémenter le compteur de Didier sur telle vidéo, il faut incrémenter le compteur sur tel topic. Ça, on le remet dans un PubSub.
pourquoi ça paraît un peu dingue de remettre ça dans un PubSub, pourquoi ne pas les appliquer directement? Parce que en fait, notre base de données visiteurs, là en bas à droite, on n'en a pas une, on en a 3. Et en fait, on en a une par data center, donc on en a bientôt 4. Donc on se sert de PubSub comme un mécanisme de distribution vers tous nos data centers. Et donc, dans chaque data center derrière, on a encore un data flow qui écoute sur ce PubSub, qui écoute une des 4 subscriptions, une pour chaque data center, et qui applique les modifications localement. Il faut expliquer ce que tu viens de dire, parce que je pense que Vas-y. c'est important. En fait, PubSub, on a caricaturé en disant c'est comme un Kafka. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comme un Kafka qui est étalé sur tous les data centers de Google. D'accord ? Et donc, quand vous publiez dans PubSub, n'importe qui peut aller consommer dans n'importe quel data center l'information qui vient d'être publiée. Et c'est l'infrastructure qui va se charger justement de router, de déployer ce message pour qu'il soit disponible partout en fait. Et donc là, en gros, tu postes et puis les différentes bases de données vont aller consommer pour mettre à jour les modèles pour les différents visiteurs dans les différents data centers en fait. On n'a pas à se préoccuper d'avoir un Kafka multi-data center, il est de base en fait. Ouais. On ne gère jamais la réplication, on ne gère jamais le nombre de serveurs qu'il y a derrière PubSub. En fait, c'est tellement facile que vous voyez, j'ai oublié d'en parler. Donc, c'est quand même particulier. Donc, l'étape suivante, c'est de brancher à la fois le modèle et de faire qu'on puisse aller chercher pour un utilisateur donné son historique. Et on est capable derrière de faire ce qu'on a nous appelé le serving, c'est-à-dire servir la recommandation via une API à notre site ou à notre application mobile. On a une étape de plus pour faire une architecture lambda. Tous les jours, on refait une extraction à partir de BigQuery. On recalcule les modifications à effectuer sur la base de données. Donc tout est idempotent comme ça. Et on redistribue aux différents data centers. Alors là, la redistribution, elle se fait différemment. Elle se fait plus par PubSub, parce que comme on est en train de faire un gros batch, ça serait dommage d'enquiller des millions de messages comme ça par jour. Donc on met tout ça dans un fichier, je pense avec du JSON, et on met ça sur un cloud storage. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour PubSub, Cloud Storage, c'est pareil. On n'a pas besoin de réfléchir où sont les fichiers, comment est-ce qu'ils sont répartis, comment est-ce qu'ils sont répliqués, rien du tout. On les met sur Cloud Storage. Comme S3, ça marche. Et derrière, on a de nouveau du Dataflow qui l'applique. Alors là, il y a une subtilité de Dataflow dont on n'a pas parlé encore, c'est que Dataflow, avec Beam, c'est un modèle de streaming, mais c'est aussi un modèle de programmation pour le batch. Donc là, en l'occurrence, au milieu à droite, on l'utilise pour sa partie batch. Donc en résumé, on utilise pas mal de composants de GCP. PubSub nous sert de connecteur entre systèmes et en particulier pour la répartition géographique. Donc on connecte les événements qui arrivent au premier dataflow, on connecte le dataflow qui calcule les features pour un utilisateur vers tous les autres processus dataflow qui appliquent les données, les mises à jour localement. On utilise GCS comme système pour distribuer des gros volumes de données instantanément et de manière sécurisée pour le multi-région. Et BigQuery, on s'en sert comme source de données, comme unique source de données, comme source de vérité sur toutes les données qu'on pousse ensuite sur les modèles et sur les bases de données utilisateurs. Une partie de tout ça, ça tourne sur Kubernetes, GKE. Qu'est-ce qu'on fait tourner sur Kubernetes? La partie API. Donc ça, c'est la seule chose que l'on n'a pas fait en serverless parce que ça a beaucoup de sens, on l'a fait en Go. On a besoin de performance, on a besoin de contrôler de bout en bout comment cette partie-là fonctionne. Donc on l'a fait dans GKE. Les deux dernières composants qu'on utilise sont CloudML pour construire les modèles. La partie serving de TensorFlow, c'est-à-dire je prends le modèle et puis je reçois des requêtes qui disent OK, pour Didier, qu'est-ce que je lui propose? Pour Philippe, qu'est-ce que je lui propose? Celle-là, on l'a fait tourner aussi dans GKE, au sein de tout ce qui est API. Et puis Stackdriver pour le monitoring. Donc Stackdriver, ça vous donne accès à tous les logs de toutes vos machines, ça vous donne accès à des logs pour Dataflow, pour BigQuery on doit trouver un peu aussi, et avec aussi une partie alerting, quoique notre partie alerting elle est surtout sur Datadog chez nous aujourd'hui. Quelques retours. Voilà, en fait, la première étape qui visait à collecter l'information
et la rendre disponible, donc vraiment l'information de prod. À ce moment-là, on était entre 30 et 70 000 événements par seconde, donc construire, collecter et stocker cette information dans ce premier BigQuery, c'était un projet de 2 semaines en fait. Ça vous donne un peu une idée de la vitesse à laquelle on est capable de déployer une infrastructure de ce type-là en fait. Après, ce qu'on vous a présenté, c'est la prod. Il faut toujours se dire comment est-ce qu'ils font les devs pour tester, etc. Donc en fait, ça, bien évidemment, il faut aussi se dire, les produits qu'on a vus, en fait, on a 2 chaînes. On a une chaîne de prod et puis une chaîne qui sert aux devs, en fait, qui sert aux devs. Ça, c'est aussi important. Ça permet, quand on fait des choses, des tests, de pouvoir déployer, en fait. Alors, en scalabilité, parce qu'on se dit toujours, bon, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que c'est vrai? Notre expérience, elle est que c'est quand même vrai à 99%. On voit par exemple d'une des fonctionnalités sur le petit graphe en haut à gauche, là, ça vous montre sur un de nos processus Dataflow la variation sur le nombre d'instances. Donc là, c'est sur plusieurs jours. Ça permet de voir la saisonnalité de nos données et on voit bien que le nombre de serveurs s'ajuste en fonction du trafic, du nombre d'événements qui viennent de notre player. Un petit exemple en haut à droite d'un problème qu'on a eu un jour. Un jour, la pipeline s'arrêtait de fonctionner. Donc là, je ne sais pas pour ceux qui utilisent Kafka à quel point c'est la catastrophe et la panique chez vous quand ça commence à s'accumuler et que ça ne dépile pas. Bon, sur PubSub, ce n'est pas vraiment un problème. Là, j'ai un exemple à 5 millions. Ça nous est déjà arrivé de monter à 300 millions en fait, depuis que j'ai fait ces slides cette première fois. Et puis en bas, vous avez un exemple de quand on avait pas mal de trafic sur BigQuery, où chaque couleur correspond à un projet dans Google différent. Donc ça veut dire que c'est un jeu de données différent chez nous. Ça peut être des données plutôt finance ou des données plutôt comportementales. Et ça montre les pics d'utilisation dans quelque chose qui s'appelle des slots. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ça s'adapte. Ça s'adapte énormément à l'usage que vous en avez. Et on ne s'en occupe pas. Je n'ai pas de DevOps qui s'est occupé de ça jusqu'à présent. Bon, maintenant, tout n'est pas rose. Il faut être honnête. On a rencontré quelques soucis. On a eu des soucis qui étaient des bugs chez Google, qui sont corrigés très vite en fait. Et on a eu des soucis de compréhension même de comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire, vous savez que quand vous avez un gros problème, en fait, c'est une multitude de petites choses qui s'enchaînent. Je vous ai donné 2 exemples ici. Un jour, si ça vous arrive, j'espère que vous vous en souviendrez. On a réussi, nous, à taper dans un des quotas de BigQuery. C'est-à-dire qu'on écrivait tellement de données dans une table en décembre, si je me souviens bien. Et je crois bien que c'était celui dont tu parlais, soit les 100 000 messages par seconde, soit les 100 mégaoctets par seconde écrits par table. Et on a eu une boule de neige qui fait que Dataflow, à un moment, devenait fou. Il lançait un maximum d'instances jusqu'à la limite qu'on avait fixée. Et donc, on montait à même, on ne comprenait plus rien, on a monté la limite très haut pour voir si ça changeait quelque chose. On est arrivé à un moment avec 400 instances qui tournaient et rien qui dépilait. Bon, donc, ce qui se passait, c'est qu'on essayait d'écrire trop dans BigQuery. Donc, Dataflow s'arrêtait. Donc, l'auto-scale de Dataflow disait « Ah, j'ai pas assez d'instances, donc je vais en lancer plus. » Donc, ces instances supplémentaires essayaient d'écrire encore plus. Donc, ça push back encore plus. Et bien, vous voyez l'histoire. Bon, après quelques galères et après pas mal d'échanges avec le support Google, tout ça est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, ça tourne. Et on voit que, ma foi, ça tourne. Enfin, le message, c'est il y a des problèmes comme partout, mais on a toute la force de Google derrière pour corriger, si c'est un bug dans l'infra, le bug tout de suite et pas attendre la prochaine version de Kafka. Et si c'est une incompréhension de notre part ou une utilisation vraiment à la limite par rapport à d'autres clients, on se fait accompagner sur cette partie-là. Autre sujet de difficulté, c'est ces infrastructures, quand on parle de temps réel, en fait, c'est tout ce qui va tourner autour de la testabilité. Ça reste des infrastructures dans lesquelles tester et valider que ce qu'on fait fonctionne correctement, ça reste encore des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre, en fait. Voilà, donc il reste encore des choses à faire. Par exemple, faire de l'A/B testing. Si on met des choses en production, gérer de l'A/B testing sur du PubSub, des choses comme ça, ça reste des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre, en fait, valider. Ouais. Voilà. Conclusion. Bon. Nous, quelque chose qui était absolument primordial et qui l'est peut-être pour vous aussi, selon vos projets, c'est qu'on avait absolument besoin d'avoir des données fraîches. On ne pouvait pas attendre 1 heure minimum pour que les données soient disponibles.
On avait aussi, au moment où on a lancé ce projet, on avait, je crois, 6 mois maximum pour mettre tout ça en œuvre, parce que c'était à cette date-là qu'on allait lancer le nouveau site et les nouvelles applis. Donc on n'avait pas le temps de faire un gros projet d'archi, de commander des machines et de faire tout ça. Donc ça nous a permis d'arriver sur le marché avec ces fonctionnalités très 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 rapidement. Et la dernière chose, c'est que quand on a démarré ça pour aller très très vite, on n'avait pas encore l'intuition de combien de puissance on avait besoin. Quel genre d'infra? Est-ce qu'il me fallait 20 machines? Est-ce qu'il m'en fallait 40 pour faire tout ce training? Est-ce que mon data lake qui était sous Hadoop allait tenir la charge? On ne savait pas tout ça. Donc ça nous a permis d'évacuer ce problème. De passer sur du serverless sur GCP, ça nous a accéléré le time to market, ça nous a diminué les risques de production. Tu y vas? Donc à retenir de cette presse, souvenez-vous de deux choses, c'est qu'avec le streaming et avec des solutions similaires à ce que nous on a utilisé, vous pouvez mettre vos données à disposition de l'entreprise beaucoup plus vite que ce qu'on fait de manière standard sur du Hadoop. Et vous allez aussi accélérer la vitesse de vos équipes. Elles vont délivrer des fonctionnalités beaucoup plus vite. En gros, ce qu'on veut résumer, surtout sur le dernier point, c'est plus pour se faire, c'est souvent on va rencontrer des clients qui disent « nous, on voudrait que ça marche dans 2 semaines ». Avec des solutions comme ça, c'est un peu plus simple à y arriver, quoi. Voilà. Dernier point, donc on a fini notre presse. Il y a 2 semaines, on a décidé avec Google, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des connaissances sur Kubernetes. Il y a à peu près 2 semaines, on s'est dit « tiens, on va faire un événement chez Google de présentation de Kubernetes sur une journée en fait. Donc ceux qui ont envie de découvrir Kubernetes, voilà, il y a cet événement dans lequel on peut s'inscrire, c'est gratuit. Et du coup, pour pas la peine de prendre en photo, j'ai fait des flyers comme ça, vous pouvez venir récupérer si ça vous intéresse de venir voilà, assister à l'événement. Ça se passe chez Google, rue de Londres. Et je vais en profiter pour vous dire que dans mon équipe, si ce que je vous ai montré, ça vous intéresse, on a plein de recrutements en cours. Si ça vous intéresse ou vous connaissez des gens susceptibles d'être intéressés, venez me parler. Et si vous êtes timide, vous pouvez aller sur jobs.dailymotion.com. Voilà, merci. Vous avez des questions? Alors, on peut prendre quelques questions. Le plus simple, c'est d'aller au micro. Si quelqu'un veut poser une question, il peut aller au micro. Et sinon, go. Bonjour. Je veux juste savoir par rapport au prix. Combien ça a coûté le fait de mettre toute cette architecture en place? Ça dépend de ton volume. Tout est pricé au volume. Si tu regardes, tu as l'impression que c'est beaucoup d'argent. Mais ce à quoi il faut comparer, c'est que derrière, tu n'as pas passé du temps à faire l'archi, tu n'as pas de personnes qui sont dédiées à faire tourner ton Kafka, faire tourner ton Hadoop, ton Hive et tout ça. Donc en fait, il faut comparer ça. Donc, on parle quand même de dizaines de milliers d'euros là quand même. Hein. D'autres questions? Une petite question concernant la stratégie. Dailymotion, c'est un concurrent de YouTube qui appartient à Google. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas eu des questions qui se sont posées? Est-ce que vous mettez toute votre infrastructure chez Google? Ouais, ces questions sont posées, on y a donné la réponse que c'était OK. C'est pas, enfin, c'est une vraie question en fait. Hein. Ouais. Mais c'est pas, il y a maintenant, par exemple, l'un des premiers acteurs à avoir bougé, c'est Spotify. Spotify, ils ont migré toute leur infrastructure data sur la GCP. Ça a été publié. D'ailleurs, c'est une très belle série d'articles. Je vous cherchez, c'est février-mars 2016 où ils ont expliqué ce qu'ils ont fait. C'est pareil. Spotify, c'est aussi un concurrent direct sur le streaming de musique de Google. Et pourtant, ils n'ont pas hésité en fait. Donc, c'est qu'il y a une vraie valeur et ça fait gagner à ces structures, ça leur fait gagner du temps. Et temps, c'est important. On a Netflix aussi qui commence à faire tourner une partie de ses services, notamment machine learning sur Google. Merci beaucoup et puis bon Devox, finissez bien.